Bonjour à tous. Arrivez-vous à m'entendre? Oui, Très bien. oui, Alors bonjour madame. à tous. Nous étions arrivés la dernière fois aux conséquences de la qualité de commerçant, chapitre 2, donc de la partie 2 de ce cours. Nous avions vu, nous nous étions arrêtés justement à l'obligation, aux différentes obligations auxquelles était soumis le commerçant. Alors pour un petit rappel, le fait d'acquérir la qualité de commerçant, comme vous le savez, a pour conséquence de soumettre la personne, que celle-ci soit physique ou morale, au statut de commerçant, c'est-à-dire aux règles du droit commercial. À ce titre, et de la même manière que pour les conditions d'acquisition de la qualité de commerçant, la loi ne fait pas de distinction entre les obligations auxquelles sont soumis les commerçants personnes physiques et les obligations auxquelles sont soumis les commerçants personnes morales. Que le commerçant soit personne physique ou personne morale, il reste soumis au régime juridique qui est applicable en la matière et qui est rattaché à la qualité de commerçant. Le fait d'acquérir cette qualité-là a des avantages. Nous en avions parlé, puisque le commerçant peut par exemple disposer de son fonds de commerce. Il peut également bénéficier de la propriété commerciale, donc un certain nombre d'avantages. Il bénéficie de principes établis par le droit commercial, tels que la liberté de la preuve, etc. Donc il y a un certain nombre d'avantages qui sont rattachés à cette qualité, mais la contrepartie de ces droits, de ces avantages, eh bien, et la soumission à certaines obligations. Ces obligations sont plus contraignantes que d'autres. Il y en a qui sont plus contraignantes que d'autres. Par exemple, le commerçant a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Bon, ce n'est pas une obligation très contraignante. En revanche, il y en a d'autres qui sont un peu plus contraignantes à mettre en pratique et à mettre en œuvre par le commerçant. Il en est donc du cas des obligations comptables, par exemple, et également des obligations de publicité légale, c'est-à-dire des obligations de publicité qui doit être faite auprès du registre du commerce. Et il en est de même également des obligations fiscales. Donc, parmi toutes les obligations contraignantes, plus ou moins, donc que celle-ci soit contraignante ou peu contraignante pour le commerçant, nous allons étudier parmi toutes ces obligations celles qui sont donc les principales obligations, celles qui sont les plus essentielles en ce qui concerne le statut du commerçant. Nous allons voir tout d'abord la publicité légale, c'est-à-dire l'objet de cette obligation, en quoi consiste la publicité légale au registre du commerce. Nous allons voir également les obligations comptables auxquelles le commerçant est soumis. Et enfin, nous verrons brièvement quelles sont les obligations fiscales auxquelles le commerçant est soumis. Donc tout d'abord, paragraphe 1, l'obligation de publicité au registre du commerce. Lorsqu'on parle de publicité légale, c'est parce que celle-ci est imposée donc par la loi, par le code de commerce. Le support de la publicité légale est ce qu'on appelle le registre du commerce. La publicité légale se fait dans le cadre de ce registre-là et comprend plusieurs types d'inscriptions qui vont concerner le commerçant. Donc d'abord, nous allons voir qu'est-ce que le registre du commerce en tant que support de la publicité légale et nous allons voir quel est l'objet de l'obligation de publicité, c'est-à-dire en quoi consiste-t-elle de manière concrète. Donc tout d'abord, le registre du commerce. Qu'est-ce que le registre du commerce? Le registre du commerce est défini comme étant un support de publicité qui va réunir un certain nombre de renseignements qui concernent le commerçant, que celui-ci soit personne physique ou personne morale. L'objectif, le but du registre du commerce est de fournir des renseignements donc, concernant le commerçant. Mais de les fournir à qui? De les fournir aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui vont éventuellement traiter, qui vont contracter avec le commerçant en question. Donc le registre du commerce va fournir aux tiers des informations sur un certain nombre de choses concernant le statut du commerçant, sur son statut juridique notamment, son activité, la nature de son activité, l'identité des gérants ou des dirigeants de la société
ou de l'entreprise en question, etc. Donc, il y a un certain nombre de renseignements qui sont réunis dans le cadre du registre du commerce. Le registre du commerce, en ce sens, est un répertoire officiel des personnes physiques et morales qui exercent le commerce sur le territoire marocain. Et c'est pour cette raison que le Code de commerce a fait du registre du commerce un document qui est public, puisqu'il peut être consulté par toute personne qui y a intérêt. Alors, comment est organisé le registre du commerce? Le registre du commerce se subdivise en deux catégories. Tout d'abord, le registre local et ensuite le registre central. Alors, en quoi consiste le registre local? En quoi consiste le registre central? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, le registre local. Toutes ces règles sont prévues dans le cadre du Code de commerce. À l'article 27, nous avons cette répartition entre le registre local et le registre central. Le registre local, comme je vous le disais, est un registre qui est constitué dans le cadre du tribunal de commerce, dans le ressort duquel se situe le siège de la société ou l'établissement principal du commerçant. Donc, le registre local est tenu, il est organisé, il est tenu par le secrétariat greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège de la société, si le commerçant exerce sous forme de société commerciale, ou dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement principal du commerçant lorsque celui-ci exerce sous forme de personne physique. Donc, par exemple, lorsqu'un commerçant souhaite exercer son activité sous forme de société commerciale, donc dans la ville de Casablanca, eh bien, une fois qu'il débute son activité, il va devoir s'inscrire au registre du commerce, s'immatriculer au registre du commerce qui lui est constitué dans le cadre du tribunal de commerce de Casablanca. Et il est tenu par le secrétariat greffe de ce tribunal. Alors, il y a certaines villes qui sont, lorsqu'elles sont petites, où il n'y a pas de tribunal de commerce dans leur ressort géographique. Et dans ce cas-là, le registre local sera tenu par le secrétariat greffe du tribunal compétent. Cela peut être le tribunal de première instance, par exemple. Et dans ce cas-là, le registre local, d'après l'article 30 du Code de commerce, va réunir toutes les inscriptions en relation avec le commerçant. Donc, le nom de ce commerçant-là, ou la dénomination commerciale de la société, si celui-ci exerce sous forme de société, et donc le commerçant en question va pouvoir s'immatriculer dans le cadre du registre local auquel, normalement, il est rattaché. Alors, pour information, il faut noter que, normalement, depuis l'année 2019, ces inscriptions-là, qui doivent être faites normalement dans le cadre du registre du commerce, doivent être demandées par voie électronique. La loi, le Code de commerce, prévoit aujourd'hui que toutes les formalités en relation avec la création et l'accompagnement des entreprises doivent être faites par voie électronique. Et donc, la loi prévoit la création d'une plateforme, ce que l'on appelle la plateforme électronique de création et d'accompagnement d'entreprises, qui va pouvoir faciliter et aider donc les commerçants, les entrepreneurs dans leur démarche donc de création d'entreprise et d'acquisition donc du statut de commerçant. Alors, bien que la loi modificative du Code de commerce qui a introduit cette possibilité-là, et donc c'est cette plateforme-là, a été publiée au bulletin officiel le 21 janvier 2019, eh bien il faut attendre l'adoption des textes réglementaires qui sont nécessaires à son application. Donc normalement, les textes, le décret d'application en relation avec cette plateforme-là, qui doit normalement organiser donc cette plateforme et dire quelles seront les modalités donc de son utilisation, eh bien n'est pas encore adopté. Donc ce décret n'a pas encore été adopté, bien que on ait dépassé de plus d'une année l'adoption de la loi donc modificative du Code de commerce qui permet justement la création de cette plateforme électronique. Donc même si la loi impose l'obligation de faire ces démarches-là par voie électronique, eh bien pour l'instant, cela n'est toujours pas possible puisque la plateforme électronique n'a pas encore été mise en place.
Mais il faut garder en tête que dès que la plateforme sera donc mise en route et mise en œuvre, toutes ces démarches-là auprès du registre du commerce, notamment l'immatriculation, les inscriptions modificatives et la radiation au registre du commerce, nous allons voir tout ça tout à l'heure, toutes ces démarches-là devront être faites par voie électronique. Donc, je reviens au sujet. C'est en ce sens que l'article 30 du Code de commerce dispose que toute inscription au registre du commerce, que ce soit d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale, doit être demandée par voie électronique à travers la plateforme électronique de création et d'accompagnement d'entreprise. Donc, le registre local va pouvoir recueillir, comme je vous le disais, toutes les informations, tous les renseignements relatifs aux commerçants. Ce registre est placé sous la surveillance du président du tribunal. Donc, si c'est par exemple le tribunal de commerce de Casablanca, puisque si le commerçant, par exemple, exerce donc dans la ville de Casablanca, ou s'il a sa société dans la ville de Casablanca, eh bien, le registre du commerce en question, auquel il est rattaché, est placé sous la surveillance du président du tribunal de commerce de Casablanca. Il est toujours possible de désigner un juge par le président du tribunal, qui lui aura cette obligation donc de surveillance. Chaque année, ce juge-là, donc la personne chargée de la surveillance du registre du commerce, est désigné annuellement à cet effet. L'objectif et l'intérêt du registre local est que toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié conforme des inscriptions qui sont portées au registre du commerce. Toute personne peut également se faire délivrer une copie ou un extrait certifié conforme de la radiation d'une société du registre du commerce. Donc, c'est là l'importance et l'intérêt du registre local. Alors, puisqu'il y a plusieurs villes, il y a plusieurs registres de commerce, il y a un registre central qui va pouvoir organiser, qui va pouvoir réunir toutes les informations qui, elles, sont réunies par les registres locaux à travers le royaume. Alors, qu'est-ce que le registre central? Le registre central se trouve à l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, donc qui se situe à Casablanca. Il est tenu par le ministère chargé de l'industrie et du commerce et il est également un registre public qui est ouvert à la consultation, non seulement physiquement, c'est-à-dire lorsqu'on se déplace à l'OMPIC pour demander une copie ou un extrait certifié conforme des inscriptions, donc de un ou de plusieurs registres locaux, mais également à travers la plateforme électronique de création et d'accompagnement d'entreprise par voie électronique. Donc, lorsque cette plateforme sera disponible, il sera possible de consulter le registre central et de demander donc des copies ou des extraits de ce qui est inscrit sur les différents registres locaux qui intéressent la personne donc qui fait cette demande. Cela facilitera énormément les choses pour les gens donc qui n'habitent pas sur Casablanca puisque ça leur évitera de faire le déplacement. Donc cette plateforme électronique a beaucoup d'avantages et le décret d'application est attendu donc de manière très importante. Le registre central est subdivisé en deux sous-registres. L'un qui concerne les personnes physiques et l'autre qui concerne les personnes morales, c'est-à-dire l'un concerne les commerçants qui exercent sous la forme d'une entreprise individuelle, donc qui exercent sous la forme de personnes physiques, et l'autre registre concerne les commerçants qui exercent sous forme de société commerciale. Chaque registre, donc celui qui est consacré aux personnes physiques et celui qui est consacré aux personnes morales, chacun des deux est divisé en autant de volumes qu'il y a de tribunaux. Donc, il faut garder en tête cette organisation-là. Et quelles sont les fonctions du registre central? Eh bien, le registre central a trois fonctions principales. C'est l'article 33 du Code de commerce qui nous renseigne sur ces fonctions-là. D'une part, le registre central permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de centraliser pour l'ensemble du royaume les renseignements qui vont être portés, qui vont être inscrits et mentionnés dans les registres locaux, les différents registres locaux. Et une référence au registre local en question sera indiquée, donc le registre local sous lequel le commerçant ou la société est immatriculé. Donc la première fonction du registre central, et la plus importante, c'est de centraliser pour l'ensemble du royaume les renseignements inscrits
dans les registres locaux avec une référence au registre local sous lequel le commerçant ou la société est immatriculé. Alors, pour ce faire, pour arriver donc pour exécuter cette fonction, pour arriver à cet objectif de centralisation, chaque secrétaire greffier des tribunaux compétents va transmettre au registre central un exemplaire des déclarations qu'il a pu enregistrer mensuellement, donc au cours du mois précédent. Donc, par exemple, nous sommes donc au mois d'avril. À la fin du mois d'avril, eh bien, le secrétariat greffe du tribunal, par exemple, de commerce de Casablanca, va pouvoir transmettre au registre central toutes les inscriptions, les déclarations qu'il a pu enregistrer au cours du mois d'avril. Donc, il pourra le faire au cours du mois de mai. Il transmettra toutes les déclarations qu'il a pu enregistrer au cours de ce mois, au cours du mois d'avril. Donc, il pourra le faire au cours du mois de mai. Et ces déclarations-là ont divers objectifs. Les déclarations peuvent être faites à des fins d'immatriculation, de modification ou de radiation. L'ensemble de ces déclarations, qui sont demandées donc dans le cadre des registres locaux, vont être transmises. Un exemplaire de ces déclarations sera transmis au registre central qui, lui, est situé à Lompic. Deuxième fonction essentielle du registre central, c'est celle de délivrer des certificats et des copies relatifs aux inscriptions qui y sont portés. Donc, ces inscriptions peuvent concerner les noms des commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes. Le registre central du commerce, dans ce cadre-là, peut être consulté, comme je vous l'ai dit, par le public à travers la plateforme électronique de création et d'accompagnement d'entreprises par voie électronique. Encore faut-il que cette plateforme existe et qu'elle soit donc mise en œuvre. Troisième fonction du registre central, c'est celle de publier annuellement un recueil des noms des commerçants, dénominations commerciales et enseignes qui sont transmis donc à ce registre. L'objectif du registre central, du registre local, l'objectif de ces deux institutions, de ces deux registres-là, est d'informer les tiers. C'est de pouvoir informer toute personne qui le demande et qui y a intérêt, des informations et des statuts juridiques du commerçant en question. Donc, cela permet d'informer les tiers sur le statut des commerçants du royaume, de les informer de leurs activités, de les informer de leur statut, c'est-à-dire qui est-ce qui les gère, en quoi est-ce qu'il y a des garanties sur leur fonds de commerce, est-ce que leur capital social a changé lorsqu'il s'agit de sociétés, quels sont les dirigeants, les gérants de ces sociétés-là en question. Donc, cela permet d'informer les tiers. Cette fonction d'information est très importante dans le cadre du registre du commerce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le registre local et le registre central sont regroupés, donc c'est ce que prévoit la loi. Comme je vous l'ai dit, la loi modificative du Code de commerce, la loi numéro 88-17, qui a été adoptée le 9 janvier 2019, a prévu justement le regroupement du registre local et du registre central dans le cadre de la plateforme électronique, donc relatif à la création et à l'accompagnement d'entreprises par voie électronique. C'est dans ce sens-là qu'un registre également électronique du commerce va être créé donc dans le cadre de cette plateforme-là, et à travers ce registre électronique du commerce seront tenus les registres locaux du commerce et le registre central que nous venons donc d'étudier. Ce registre électronique sera également créé à travers la plateforme électronique qui devra normalement être mise en œuvre en vertu de l'application de la loi qui a été adoptée en 2019. Donc, le support de l'obligation de publicité est le registre du commerce. Donc, rappelez-vous qu'il existe un registre local et un registre central. Les registres locaux sont plusieurs, puisque en fonction des villes, il existe donc des tribunaux de commerce dans lesquels se situe un registre du commerce. Mais s'il n'y a pas de tribunal de commerce, eh bien le tribunal compétent va pouvoir, c'est peut-être le tribunal de première instance, le tribunal donc compétent va justement donc regrouper un registre du commerce en question qui pourra permettre aux commerçants de pouvoir réaliser, de pouvoir exécuter leur obligation de publicité légale. Donc, il y a
a plusieurs registres locaux et toutes les informations qui sont réunies dans le cadre de ces registres locaux sont transmises au registre central. Ces renseignements qui sont transmis au registre central sont organisés au niveau de ce registre central qui existe et qui est organisé et entretenu donc dans le cadre de l'OMPIC, ici à Casablanca. Donc ce registre central regroupe un certain nombre d'informations qui, elles, sont réunies dans le cadre des registres locaux. Voilà. Donc ce support-là de publicité, constitué par le registre du commerce, permet aux commerçants d'exécuter l'obligation de publicité légale. Mais en quoi consiste-t-elle de manière concrète? Alors, nous allons voir tout d'abord les déclarations au sein d'immatriculation, puisque le commerçant a l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce dès le début de son activité. Nous allons voir également les inscriptions modificatives et nous allons voir également la radiation du registre du commerce. Donc, il y a 3 types de déclarations qui doivent être faites auprès du registre du commerce en fonction donc des circonstances. Tout d'abord, le début de l'activité. Dès que le commerçant souhaite exercer une activité commerciale, il doit suivre la procédure d'immatriculation qui est imposée par la loi aux fins de s'immatriculer au registre du commerce. Donc, je répète, l'obligation de publicité du commerçant regroupe à la fois l'immatriculation au registre du commerce, mais également l'inscription de tout événement, de tout acte ou de contrat qui impacte, qui va changer la situation juridique du commerçant. C'est ce qu'on appelle les inscriptions modificatives. Mais également lorsque le commerçant n'exerce plus, donc à la fin, par exemple, lorsqu'il n'exerce plus d'activité commerciale, soit donc pour plusieurs raisons, soit parce qu'il est en activité, soit parce que le commerçant décède, soit parce que la société commerciale est dissoute, eh bien, il faut que ce commerçant soit radié du registre du commerce. Donc, ce sont les 3 types de déclarations que nous allons voir. Tout d'abord, donc, l'immatriculation au registre du commerce. La procédure d'immatriculation. Comment est-ce qu'un commerçant peut s'immatriculer au registre du commerce? Nous allons voir tout d'abord les personnes qui sont soumises à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce. Nous allons voir également dans quel délai le commerçant doit exécuter cette obligation, dans quel délai il doit s'immatriculer au registre du commerce. Et nous allons voir, troisièmement, en quoi consiste et que contient comme information la déclaration d'immatriculation. À quoi ressemble-t-elle et quelles informations contient-elle? Tout d'abord, donc, les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce. Alors, le Code de commerce nous donne les catégories de commerçants qui doivent obligatoirement s'inscrire, s'immatriculer au registre du commerce. Ces personnes sont assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce. Dès le début d'une activité commerciale, tout commerçant, que celui-ci soit personne physique ou morale, et peu importe sa nationalité, qu'elle soit marocaine ou étrangère, tout commerçant qui exerce une activité commerciale sur le territoire du royaume doit se faire immatriculer au registre du commerce. Donc voilà la première catégorie de personnes qui sont concernées ou qui est concernée par l'obligation d'immatriculation au registre du commerce. Donc toute personne, physique ou morale, que celle-ci soit marocaine ou étrangère, qui exerce une activité commerciale sur les territoires du royaume doit s'immatriculer au registre du commerce. Rappelez-vous des actes de commerce par nature que nous avons vus dans le cadre de la partie 1 de ce cours. Deuxième catégorie de personnes ou d'institutions concernées par l'obligation d'immatriculation au registre du commerce, eh bien, la loi nous dit que toute agence commerciale ou représentation commerciale des États, collectivités ou établissements publics étrangers est également soumise à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce. De même, les établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, qui sont soumis par leur loi à l'immatriculation au registre du commerce, doivent satisfaire à cette obligation et doivent être immatriculés au registre du commerce. Et enfin, tout groupement d'intérêt économique, GIE, doit également être immatriculé au registre du commerce. Alors, un certain délai doit être respecté afin de justement exécuter cette obligation de publicité qui est mise à la charge de tout commerçant. Que celui-ci soit personne physique ou personne morale, le délai est de 3 mois. En revanche,
Le délai ne commence à courir pour les personnes physiques qu'à partir de l'ouverture de l'établissement commercial, lorsqu'il s'agit donc d'une personne physique qui ouvre son propre, donc qui possède un propre local, ou de l'acquisition d'un fonds de commerce, donc lorsque la personne physique acquiert un fonds de commerce pour y exercer son activité commerciale. Donc, 3 mois est le délai qu'impose la loi afin de respecter cette obligation d'immatriculation au registre du commerce. En ce qui concerne les personnes morales, le délai de 3 mois commence à courir à partir de leur constitution. Donc, lorsqu'il s'agit d'une société, eh bien, il s'agit de 3 mois, d'un délai de 3 mois à partir donc de la signature du contrat de société. Donc, rappelez-vous que le délai est différent en ce qui concerne donc le délai d'immatriculation. Il est différent en fonction de la personne qui est concernée, en fonction donc du commerçant impliqué. Soit celui-ci est une personne physique, et dans ce cas-là, le délai est de 3 mois à partir de l'ouverture de l'établissement commercial ou de l'acquisition d'un fonds de commerce. Lorsqu'il le commerçant est personne morale, dans ce cas-là, 3 mois à partir de la constitution de la personne morale en question. Pour pouvoir s'immatriculer au registre du commerce, eh bien, il faut remplir la déclaration que vous voyez là à l'écran. C'est une déclaration dont le contenu a été fixé par voie réglementaire à travers le décret du 18 janvier 1997. Donc, c'est un modèle dont le contenu ne change pas puisqu'il a été établi par voie réglementaire. Cette déclaration... Madame, pardon, je vois pas le modèle. Elle est pas, je le vois pas en fait. Je vois juste la procédure d'immatriculation au registre du commerce. Vous avez dit que on devrait voir le modèle, non? Ah, le voilà, ça y est. Merci. Vous arrivez à le voir? Oui, maintenant oui. Merci. Très bien. Alors, c'est cette déclaration-là et le modèle établi, donc par voie réglementaire, dont le contenu ne change pas. C'est ce que l'on appelle le modèle numéro 1. Alors, en fonction de la personne concernée, personne physique ou personne morale, nous allons avoir un modèle différent. Donc, l'immatriculation au registre du commerce suppose un écrit. C'est celui que vous avez à l'écran. Et c'est ce qu'on appelle là la déclaration d'immatriculation au registre du commerce. C'est cette déclaration qui est visée à l'article 42 et 43 du Code de commerce. La déclaration d'immatriculation est fournie par le registre du commerce. Donc, elle est fournie à la personne en question par le registre du commerce. Bien sûr, nous pouvons trouver ce modèle-là donc à travers Internet, puisqu'il est téléchargeable, nous pouvons le remplir directement et l'emmener directement au registre du commerce. Lorsque nous n'avons pas cette possibilité-là, eh bien, il faut se déplacer au registre du commerce et demander une déclaration, donc un exemplaire de cette déclaration-là qu'il faudra remplir. Ce modèle contient des mentions différentes, comme je vous l'ai dit, selon qu'il s'agisse d'un commerçant personne physique. Dans ce cas-là, nous sommes dans le modèle numéro 1. Ces modèles sont numérotés donc par voie réglementaire. Le modèle numéro 1, donc c'est la déclaration d'immatriculation qui concerne les personnes physiques. Lorsqu'il s'agit d'un commerçant personne morale, il faudra remplir un exemplaire de la déclaration d'immatriculation relative au modèle numéro 2, donc, et non pas le modèle numéro 1. Ce que vous avez à l'écran, donc c'est un exemplaire d'une déclaration d'immatriculation au registre du commerce qui concerne les personnes physiques. Comme vous le voyez, c'est surligné en jaune. Donc c'est le modèle numéro 1 qui est établi par voie réglementaire et qui concerne les commerçants personnes physiques. Cette déclaration doit être remplie par le commerçant lui-même ou par le gérant et dirigeant de la société lorsqu'il s'agit d'une société ou d'une personne morale de manière générale. Donc, c'est ce que précise l'article 38 du Code de commerce, lequel dispose que l'immatriculation du registre de commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur la demande du commerçant ou à la demande de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être obligatoirement jointe à la demande, puisqu'il arrive parfois également que certains prestataires de services, donc par exemple des experts comptables, des cabinets d'expertise comptable ou encore des avocats, se chargent de faire ces procédures-là pour leur clientèle. Et dans ce cas-là, il faut obligatoirement être muni d'une procuration qu'il faudra également déposer au registre du commerce. Vous avez au niveau du premier encadré de cette déclaration
Vous voyez bien le premier encadré où il y a écrit nota. Il y a certaines règles donc légales qui sont tirées du code de commerce et qui sont reproduites dans le cadre de cette déclaration. Tout d'abord, il est indiqué que la déclaration doit être rédigée en triple exemplaire et qu'elle doit être signée donc par le demandeur, donc par le commerçant lui-même, ce que je viens de vous dire, ou par son mandataire muni d'une procuration, puisque celle-ci sera gardée par le secrétaire greffe du registre du commerce. La déclaration en question doit être accompagnée des pièces justificatives exigées. C'est-à-dire, par exemple, dans le cadre d'une création de société, eh bien, le greffier donc, du registre du commerce vous demandera d'apporter donc une copie des statuts de la société, du contrat de société. Il vous demandera d'apporter le certificat négatif en relation avec la dénomination de la société, la dénomination sociale. Il vous demandera également une copie de la carte nationale d'identité du gérant, etc. Donc, il y a un certain nombre de documents, de pièces justificatives qui doivent accompagner cette déclaration afin de pouvoir constituer un dossier qui est valide pour pouvoir avoir justement l'immatriculation donc de la personne en question, physique ou morale, au registre du commerce. Il est indiqué également dans cet encadré que toute indication inexacte donnée de mauvaise foi justement permet à la personne ou contraint la personne à des sanctions pénales très importantes. Donc il ne faut pas écrire donc n'importe quoi sur cette déclaration. Il est nécessaire que les indications qui sont données dans le cadre de ces déclarations soient exactes, qu'elles soient données de bonne foi, que ce soit dans le cadre de l'immatriculation ou des inscriptions modificatives, puisque dans le cas contraire, le non-respect de ces obligations entraîne l'application de sanctions pénales, donc un emprisonnement et une application d'amende. Donc, et une amende qui peut être très élevée puisqu'elle peut aller jusqu'à 50 000 dirhams. Donc, c'est très important. Cette obligation légale doit être respectée à la lettre et doit être respectée surtout donc d'une manière valide et régulière. Pour revenir au sujet, donc le modèle numéro 1, comme vous le voyez, concernant les personnes physiques, comporte tous les renseignements qui vont permettre d'identifier la personne physique. Donc, vous le voyez, donc à gauche, il faut savoir que cette déclaration, normalement, est imprimée recto verso. Donc, elle n'est pas justement inscrite sur deux feuilles indépendantes. Non, c'est une seule feuille, recto verso. Mais pour les besoins donc, de présentation du cours ici, je vous mets ce qui est normalement au verso, je vous le mets à droite. Donc, les éléments qui permettent d'identifier la personne physique, c'est tout d'abord le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, puisque rappelez-vous, un commerçant peut-être qui exerce sur le territoire marocain, peut être de nationalité étrangère. Donc, la nationalité doit être mentionnée, mais également l'activité exercée par la personne en question, le siège de son entreprise, l'origine de son fonds de commerce lorsqu'il achète un fonds de commerce, et l'enseigne s'il en possède. Oui, il y a une question? Oui? Est-ce qu'il y a une question? Bon, s'il n'y a pas de question, Non, continue. madame, merci beaucoup. Donc, il y a également les mentions relatives à l'activité exercée, au siège de l'entreprise. Lorsque le commerçant achète le fonds de commerce, il faut obligatoirement mentionner l'origine de son fonds de commerce, c'est-à-dire en l'occurrence le contrat de vente, et l'enseigne si le commerçant en possède. Il faut également mentionner la date du certificat négatif, puisque vous savez que lorsqu'on souhaite exercer une activité commerciale sous un nom commercial particulier ou sous une dénomination sociale particulière, eh bien, il faut s'assurer que ce nom commercial ou que cette dénomination sociale n'existe pas déjà sur le royaume et qu'il n'est pas déjà, donc que ce nom commercial ou que cette dénomination sociale ne sont pas déjà pris par une autre société ou par un autre commerçant, pour éviter donc les confusions et la concurrence déloyale à ce niveau-là. Donc, il faut obtenir auprès de l'OMPIC ce que l'on appelle un certificat négatif qui permet de dire que ce nom commercial ou que cette dénomination sociale existe et qu'elle est libre et qu'elle peut être utilisée donc par le futur commerçant.
Dans le cadre de la personne physique, il va demander donc à l'OMPIC un certificat négatif concernant un nom commercial donné. Lorsqu'il s'agit d'une société, donc personne morale, donc le commerçant en question qui va fonder la société et il va devoir demander le certificat négatif relatif à une dénomination sociale et non pas à un nom commercial. Le modèle numéro 2 est le même que celui-ci, mais il va comporter des éléments différents de renseignements, puisqu'ils vont concerner, ces renseignements concerneront la personne morale, la société en question, ou une personne morale donnée qui est assujettie à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce. Mais la déclaration d'immatriculation ressemble également à celle-ci. Les éléments dans le cadre du modèle numéro 2, les éléments qui permettent d'identifier la personne morale vont être, dans le cadre d'une société par exemple, ces éléments-là vont être le nom des associés, nom, prénom des associés ou des actionnaires, la dénomination sociale, l'objet de la société, le siège de la société, la forme juridique adoptée, le montant du capital social, etc. Donc, toutes les informations qui permettront d'identifier la société en question. Ces déclarations-là et le registre du commerce de manière générale, toutes les déclarations qui y sont faites permettent, si vous voulez, de constituer l'équivalent d'un état civil pour les commerçants. Donc, c'est un petit peu cela l'idée donc du registre du commerce. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe différents modèles dont le contenu est établi par voie réglementaire, par le décret du 18 janvier 1997. Le contenu de ces déclarations ne change pas, la manière de les remplir ne change pas, et justement, c'est ce qui permet, ces déclarations-là permettent à la personne en question, personne physique ou morale, de s'immatriculer au registre du commerce. Il faut garder en tête, et cela est très important, que l'immatriculation au registre du commerce a un caractère personnel. Cela signifie quoi? Cela veut dire très simplement que nulle personne donc assujettie à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce, que celle-ci soit personne ou morale, donc nulle personne assujettie à cette obligation ne peut être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local, mais sous plusieurs numéros. Donc, on ne peut s'immatriculer que dans le cadre d'un seul registre local et sous un seul numéro. Lorsqu'il arrive donc qu'un commerçant soit justement immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros. Dans ce cas-là, le juge donc en charge de la surveillance de ce registre en question va procéder d'office aux radiations qui sont nécessaires, c'est-à-dire que la personne, le commerçant en question, ne pourra garder qu'un seul numéro d'immatriculation au registre du commerce. La demande d'immatriculation, comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore une fois, doit être déposée auprès du secrétariat greffe du tribunal, dans le ressort duquel est situé le siège social, lorsqu'il s'agit d'un commerce en personne morale, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale. Lorsqu'il s'agit d'un commerce en personne physique, eh bien, la demande devra être déposée auprès du secrétariat greffe du tribunal, dans le ressort duquel est situé le principal établissement du commerce en personne physique ou dans le ressort duquel est situé le siège de son entreprise, si ce siège-là est séparé, si ce siège est distinct de son principal établissement. Donc voilà un petit peu la procédure à travers laquelle on peut s'inscrire et s'immatriculer au registre du commerce. Donc tout d'abord, il faut constituer un dossier relatif donc à cette immatriculation-là. Il faut obtenir un certificat négatif auprès de l'OMPIC en ce qui concerne donc le nom commercial que l'on souhaite adopter ou la dénomination sociale que l'on souhaite avoir pour la société commerciale. Il faut également accomplir un certain nombre de démarches auprès de différentes administrations, notamment pour l'obtention d'un identifiant fiscal, d'une inscription à la taxe professionnelle, justement de tout ce qui concerne les déclarations auprès de la CNSS pour être affilié donc à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il faut établir, dans le cadre d'une société commerciale, il faut établir un contrat de société qui sera signé par tous les fondateurs. Et il faudra donc
emmener tous ces documents-là, constituer ce dossier-là et le porter donc au registre du commerce qui va pouvoir vous donner la déclaration d'immatriculation en question. Donc, si vous êtes personne physique, il vous donnera le modèle numéro 1. Il faudra remplir toutes les informations nécessaires, donc qui sont prévues dans le cadre de ce modèle, de cette déclaration. Il faudra établir cette déclaration en 3 exemplaires. Il faudra la signer, il faudra également la légaliser et il faudra la ramener au registre du commerce en question, donc au secrétaire greffier du registre du commerce. Et donc à ce moment-là, si le dossier est complet, s'il est régulier, si tous les documents sont valables, eh bien il prendra donc votre dossier, il vous donnera un accusé-réception et après quelques jours, donc 48 heures, vous aurez un numéro d'immatriculation au registre du commerce et vous serez en règle donc d'un point de vue légal en ce qui concerne cette obligation. C'est ce que nous allons voir justement dans les effets de l'immatriculation au registre du commerce. L'immatriculation au registre du commerce permet d'avoir 3 effets principaux. Elle produit 3 effets principaux. Premièrement, c'est ce que je viens de vous dire, on obtient, à travers l'immatriculation au registre du commerce, nous obtenons un numéro d'immatriculation. Dans les 5 jours du dépôt de la demande d'immatriculation, le greffier donc du registre du commerce doit immatriculer le commerçant s'il estime, bien sûr, comme je vous le disais, que le dossier est conforme aux prescriptions légales. L'immatriculation a pour effet d'attribuer ce numéro d'immatriculation au commerçant en question. Ce numéro d'immatriculation devra obligatoirement figurer sur tous les documents commerciaux qui émanent du commerçant. Donc, que ce soit les factures, les lettres de correspondance, les bons de commande, les devis, les prospectus, etc., tous les documents commerciaux devront mentionner, il devra figurer, donc ce numéro d'immatriculation devra figurer sur ces documents-là. À partir de ce numéro d'immatriculation également, toute personne peut faire une demande auprès du registre du commerce afin d'obtenir un extrait des renseignements essentiels qui concernent le commerçant, que celui-ci soit personne physique ou personne morale. Je vous disais tout à l'heure que les modèles de déclaration et de demande, tous les documents émanant du registre du commerce font l'objet donc de ce que l'on appelle des modèles, c'est-à-dire comme ce que vous avez vu au niveau de la déclaration d'immatriculation, c'est-à-dire des documents dont le contenu ne change pas, dont le contenu est préétabli. Dans le cadre de la déclaration d'immatriculation, nous avons vu le modèle numéro 1 et le modèle 2. Le modèle 1, c'est pour les personnes physiques, le modèle 2 concerne les personnes morales. Eh bien, lorsqu'on parle de l'obtention d'un extrait de la fiche d'identité du commerçant, eh bien, il faut demander le modèle 7. Et ce modèle 7, lorsqu'il est demandé au registre du commerce, va vous permettre d'avoir une feuille, donc recto verso, que l'on appelle le modèle 7, qui contient toutes les informations relatives au commerçant. Bien sûr, j'entends par là les informations essentielles, les informations principales relatives au commerçant et à l'activité qu'il exerce. Donc, vous aurez dans ce modèle 7, dans cet extrait-là, vous aurez les renseignements relatifs à l'adresse du commerçant ou l'adresse de son siège social lorsqu'il s'agit d'une société commerciale. Vous aurez les renseignements relatifs à la dénomination sociale ou au nom commercial lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Vous aurez également les renseignements en ce qui concerne le gérant de la société s'il s'agit d'une société commerciale et vous aurez également au verso de ce modèle 7, donc de cet extrait-là, au verso, vous aurez toutes les informations en ce qui concerne le statut juridique actualisé du commerçant. C'est-à-dire, s'il y a une saisie qui est opérée sur le fonds de commerce du commerçant ou encore sur les biens de la société, vous aurez cette information-là. Vous aurez l'identification de la saisie, le numéro de l'ordonnance commerciale qui a été rendue pour effectuer cette saisie. Vous aurez également sa date et la durée également lorsqu'il s'agit des garanties qui sont données, puisque vous savez qu'on peut très bien donner des garanties dans le cadre du fonds de commerce. On peut nantir le fonds de commerce pour obtenir un crédit ou autre. Donc, il y a un certain nombre d'informations essentielles qui concernent à la fois l'identité du commerçant et son statut juridique et qui sont contenues dans ce que l'on appelle le modèle 7, cet extrait de la fiche d'identité du commerçant.
Et toute personne peut faire la demande auprès du registre du commerce, une demande écrite auprès du registre du commerce afin d'obtenir un extrait de ce modèle 7, juste avec le numéro d'immatriculation du commerçant en question. Donc, par l'effet de l'immatriculation au registre du commerce, les sociétés, donc que ce soit les sociétés ou les commerçants personnes physiques, les commerçants de manière générale obtiennent un numéro d'immatriculation. En ce qui concerne les sociétés commerciales, celles-ci, à partir de l'immatriculation au registre du commerce, les sociétés vont acquérir la personnalité juridique. Cette personnalité juridique permet aux sociétés commerciales d'avoir un patrimoine propre et une autonomie juridique par rapport aux personnes qui ont constitué la société en question. Vous rappelez-vous de l'introduction, nous avons défini la personnalité juridique qui est l'aptitude à avoir des droits et à être soumis à des obligations. La société commerciale est constituée donc d'abord par la signature d'un contrat de société, mais elle ne peut être donc autonome juridiquement en tant que personne morale qu'à partir de son immatriculation au registre du commerce, puisque par l'effet de cette immatriculation, la société acquiert la personnalité morale. Cette personnalité morale, personnalité juridique, va lui permettre d'avoir un patrimoine qui lui est propre et qui est distinct de celui de ses associés, et une autonomie juridique qui lui est propre encore une fois. Deuxième effet essentiel de l'immatriculation au registre du commerce, eh bien, c'est celui de la présomption de la qualité de commerçant. Toute personne qui est immatriculée au registre du commerce, donc personne physique ou personne morale, est présumée avoir la qualité de commerçant. Cela a des effets importants puisque toute personne inscrite donc au registre du commerce sera soumise aux obligations donc, et au statut de commerçant. Cette présomption est simple, c'est-à-dire qu'il est toujours possible d'apporter la preuve contraire, puisqu'il arrive parfois qu'un commerçant décède, mais qu'il ne se fasse pas radier du registre du commerce. Donc, il est toujours présumé être commerçant, être en activité, c'est-à-dire qu'il exerce toujours, bien qu'en réalité, il n'ait plus la qualité de commerçant puisque justement il est décédé. Pareil, dans le cadre d'une société qui est dissoute, eh bien, si donc il n'y a pas de demande de radiation de la société en question du registre du commerce, eh bien, la société est toujours présumée être en activité, elle est toujours présumée donc avoir la qualité de commerçant, etc. Donc, il y a cet effet qui est très important en ce qui concerne la présomption de la qualité de commerçant. Il est toujours possible, comme je vous l'ai dit, d'apporter la preuve contraire et de prouver que, en fait, la personne en question, que celle-ci soit physique ou morale, eh bien, n'a plus la qualité de commerçant et n'est plus commerçante puisqu'elle n'exerce plus, par exemple. Donc, il est toujours possible d'apporter la preuve contraire. Troisième effet important, effet principal de l'immatriculation au registre du commerce, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'opposabilité aux tiers. Rappelez-vous, je vous disais que le registre du commerce permettait d'informer les tiers. Cela permettait à toute personne qui y a intérêt de demander des informations, de demander des extraits, donc des inscriptions qui sont faites, qui sont portées au registre du commerce en question, qui sont en relation avec un commerçant donné. Mais cela va également dans l'autre sens, c'est-à-dire que toutes les inscriptions qui sont portées au registre du commerce par le commerçant vont être opposables aux tiers, n'est-ce pas? C'est-à-dire personnes physiques ou morales qui sont assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer dans le délai qui est requis par la loi. Rappelez-vous, le délai est de 3 mois. Toutes les personnes physiques ou morales qui ne se sont pas fait immatriculer au registre du commerce, eh ben, ne pourront pas se prévaloir à l'égard des tiers de leur qualité de commerçant. Donc, toutes les inscriptions qui sont portées au registre du commerce peuvent informer les tiers, ont pour objectif d'informer les tiers du statut juridique du commerçant, mais également toutes les inscriptions qui sont portées au registre du commerce vont être opposables aux tiers, vont être déclarées comme étant justement la vérité en ce qui concerne le statut juridique du commerçant. Par exemple, lorsque vous avez une société qui est gérée
par une personne X qui est déclarée dans le registre du commerce comme étant le gérant actuel, le gérant autorisé à effectuer des actes juridiques au nom de la société. S'il s'avère qu'en réalité, dans l'organisation interne de la société, ce gérant a été révoqué, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a plus le droit d'engager la société, donc dans le cadre de contrats, par exemple, auprès de fournisseurs, eh bien, ce changement-là qui est arrivé dans l'organisation interne de la société ne pourra en aucun cas être opposable au tiers puisqu'il n'a pas été inscrits au registre du commerce. Donc, tous les actes qui seront passés par le gérant qui est inscrit au registre du commerce, même si il n'a pas le droit en réalité de le faire, puisqu'il a été révoqué, seront tout de même valables, puisque les tiers n'ont pas été informés dans le cadre des inscriptions au registre du commerce. À l'inverse, si effectivement le gérant avait été remplacé donc au registre du commerce et si une inscription avait été faite dans ce cadre-là, eh bien, le changement de gérant aurait été opposable au tiers et donc il n'aurait pas pu donc se prévaloir du contraire. Donc cet effet est très important. Les mentions, que ce soit les faits et actes qui concernent le commerçant, doivent faire l'objet d'une publicité légale en fonction de ce qui est établi par la loi. Donc, certaines mentions, faits et actes, doivent faire l'objet d'une publicité au registre du commerce. C'est ce que nous dit la loi. La loi, donc, dans le cadre du Code de commerce et même des lois sur les sociétés commerciales, il y a un certain nombre d'événements qui affectent la situation juridique de la société qui sont obligatoirement publiés au registre du commerce. C'est une obligation légale dans ce cadre-là. Et donc, ces mentions-là, que ce soit les faits et actes qui affectent la situation juridique de la société, qui ne sont pas publiés, ne peuvent pas être opposables au tiers. Autrement dit, seuls les faits et actes qui sont régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables au tiers. Et comme je vous l'ai dit, cela marche également dans le sens inverse. Cela veut dire que le commerçant ne peut pas se prévaloir des actes qui n'ont pas été régulièrement inscrits, portés sur le registre du commerce. Le deuxième alinéa de l'article 161 du Code de commerce précise dans ce sens-là que les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent pas, dans l'exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention modificative uniquement lorsque justement ces faits et actes ont été inscrits au registre du commerce. Donc voilà la base et le fondement légal de ce que l'on vient de dire, l'article 61 du Code de commerce, qui nous parle justement de l'opposabilité des inscriptions qui sont portées au registre du commerce au tiers, l'opposabilité au tiers de ces inscriptions-là. Voilà donc en ce qui concerne les principaux effets de l'immatriculation au registre du commerce. Tout d'abord, le commerçant, après dépôt de son dossier, si celui-ci est régulier, eh bien, dans les 5 jours de sa demande d'immatriculation, il obtiendra un numéro d'immatriculation au registre du commerce. Deuxièmement, au cours donc de la vie de la société en question, de l'exercice de son activité, par le commerçant physique ou moral, il y aura une présomption de la qualité de commerçant uniquement par l'inscription de cette personne, son immatriculation au registre du commerce. Il est toujours possible de prouver le contraire puisque cette présomption est simple. Troisième effet essentiel de l'immatriculation au registre du commerce, c'est celui de l'opposabilité au tiers des inscriptions qui ont été régulièrement portées donc dans le cadre au registre du commerce. C'est très important. L'immatriculation, non seulement elle démarre l'activité du commerçant, mais elle permet également de lui donner, si vous voulez, une fiche d'identité à ce niveau-là. Donc cela permet de lui créer un dossier en relation avec ce commerçant-là qui va pouvoir être modifié au cours de l'exercice de son activité commerciale en fonction des événements qui vont affecter sa situation juridique. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la publicité légale, donc la première partie de cette obligation-là qui concerne l'immatriculation au registre du commerce, donc au début de l'exercice de l'activité commerciale? Est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair. Merci.
est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui, mademoiselle. je ne trouve pas le support du cours sur la plateforme, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne le cours? Non, madame, j'ai bien compris. En ce qui concerne le support, comme je vous l'ai dit donc au tout début, le support sera disponible à la fin donc de chaque partie. L'introduction, une fois terminée, vous avez eu accès au support du cours en relation avec l'introduction. Il en est de même en ce qui concerne la partie 1. Vous avez eu accès à la partie du cours relative aux actes de commerce. Nous avons presque terminé la partie 2 relative aux commerçants. Et vous aurez accès à ce moment-là à la partie du cours en ce qui concerne justement le commerçant. Il ne nous reste pas beaucoup de séances puisque, comme vous le savez certainement, la fin des cours est prévue pour la mi-mai ou le fin mai. Donc, tout en sachant qu'il y a une semaine de vacances à partir du 25 avril. Donc, nous avons pratiquement terminé cette partie 2 du cours. Il nous restera la troisième partie sur le fonds de commerce. Donc, a priori, vous allez avoir tout le support avant mi-mai. D'accord, madame, merci. Donc, nous avons Madame, traité de l'image. Oui, mademoiselle. madame, pour la forme d'examen, s'il vous plaît. Alors, on ne va pas interrompre le cours pour cela. Nous allons avoir une séance où nous allons parler justement de la forme de l'examen, des conditions de l'examen, etc. Pour l'instant, nous restons sur le cours pour ne pas perdre donc le fil. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons vu dans le cadre de cette première sous-partie l'immatriculation au registre du commerce, mais il y a également d'autres inscriptions qui doivent être donc établies dans le cadre, qui doivent être portées au registre du commerce. C'est le cas des inscriptions modificatives et de la radiation au registre du commerce. En ce qui concerne les inscriptions modificatives, rappelez-vous, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, tout changement ou modification qui se rapporte aux faits qui doivent faire l'objet d'une inscription sur le registre du commerce doivent faire l'objet d'une demande d'inscription modificative. Comme vous avez vu la déclaration d'immatriculation au registre du commerce ici, eh bien, il y a un modèle pour la déclaration modificative lorsqu'il existe, donc lorsqu'il y a un fait qui impacte la situation juridique ou tout autre fait qui doit faire l'objet d'une inscription, donc par l'effet de la loi. Donc, dans ce cadre-là, il faut remplir une déclaration modificative dans un délai d'1 mois suivant la modification décidée. C'est ce que prévoit l'article 50 du Code de commerce. Donc, rappelez-vous, je vous disais qu'il y a différents modèles dans le cadre des déclarations relatives aux inscriptions apportées au registre du commerce. La déclaration modificative fait l'objet du modèle 4, dont le contenu également est établi par voie réglementaire. Cette déclaration doit être remplie en mentionnant les modifications qui doivent être enregistrées au registre du commerce et bien sûr, de même que pour la déclaration d'immatriculation, la déclaration modificative doit également être accompagnée par les pièces justificatives de la modification en question. Donc, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un changement de gérant, dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, par exemple, eh bien, nous allons nous allons remplir la déclaration modificative en question avec toutes les mentions qui doivent y être enregistrées au registre du commerce et nous allons appuyer notre demande par certaines pièces justificatives, dont notamment le procès-verbal de l'Assemblée générale qui a décidé de changer le gérant, qui a décidé de le révoquer, etc. La nomination du nouveau gérant et donc toutes les pièces justificatives nécessaires pour que la modification soit enregistrée. Également, je vous donne un autre exemple, lorsqu'une société décide de changer sa dénomination sociale, quelques années après le début de son activité, pour que cette modification soit prise en compte par le registre du commerce, pour qu'elle soit opposable au tiers, rappelez-vous, le gérant ou le dirigeant de la société doit déposer cette déclaration modificative, qui est appelée le modèle 4, au registre du commerce avec tous les renseignements nécessaires et les pièces justificatives relatives au changement de dénomination sociale, notamment le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société qui a décidé de changer justement la dénomination de la société. Lorsque
il y a certains événements qui impactent de manière durable la situation juridique du commerçant, eh bien, il faut procéder à la radiation de ce commerçant au registre du commerce. La radiation au registre du commerce correspond à la suppression, c'est-à-dire qu'on va enlever, on va supprimer l'immatriculation du commerçant. On va enlever ce commerçant-là du registre du commerce. Cette radiation intervient dans plusieurs cas. Il en est donc du cas de la cessation de l'activité commerciale, ou lorsque le commerçant décède, ou lorsque la société est dissoute. Dans ce cas-là, il faut procéder à la suppression de l'immatriculation du commerçant du registre du commerce. De manière plus concrète, pour que le commerçant soit radié du registre du commerce, eh bien, pareil, il faut une demande de radiation qui doit être faite auprès du registre du commerce. Cette demande doit être faite auprès du registre du commerce et a pour objet la déclaration de radiation. La déclaration modificative et de radiation est une seule et même déclaration. Le modèle 4 regroupe les deux. Donc, qu'il s'agisse d'une modification ou d'une radiation, on remplit le modèle 4. Donc, la déclaration modificative et de radiation est un seul modèle 4, qui est établi par voie réglementaire. Lorsqu'il s'agit d'une modification ou d'une demande de radiation, eh bien, il s'agit du modèle 4. Et c'est avec ce modèle 4, c'est sur la base de cette déclaration que l'on va demander la radiation du commerçant auprès du registre du commerce. Cette demande de radiation peut être faite par le commerçant lui-même, dans le cadre d'une cessation, par exemple, de son activité, ou par ses héritiers en cas de décès, ou par le liquidateur de la société lorsque la société est dissoute, ou encore par les gérants ou dirigeants de la société en question. Mais dans certains cas, la radiation peut également s'opérer d'office par le greffier du registre du commerce, par une ordonnance, donc en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce dans plusieurs cas, comme par exemple le décès d'un commerçant depuis plus d'un an, et lorsque la radiation n'a pas été demandée donc par les héritiers de ce commerçant. Dans ce cas-là, la radiation va s'opérer d'office par le greffier en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce. Rappelez-vous, le président du tribunal donc concerné et celui qui va surveiller le registre du commerce. Donc, le registre du commerce est placé sous la surveillance du président du tribunal ou d'un juge qui est désigné chaque année à cet effet. Donc, ce juge-là, ce président ou le juge en question, qui a pour fonction également la surveillance du registre du commerce, va rendre une ordonnance afin que le greffier du registre du commerce puisse procéder à la radiation du commerçant, donc dans les cas prévus par la loi. Dans ce cas-là. Donc, je vous ai cité l'exemple du décès du commerçant depuis plus d'un an, mais il y a également d'autres cas dans lesquels la radiation s'opère d'office par le greffier en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce. Par exemple, la déchéance d'un commerçant suite à une décision judiciaire. Rappelez-vous, la déchéance commerciale, nous l'avons vu dans le cadre donc des interdictions professionnelles. Nous avions vu que la déchéance commerciale était donc la perte du droit d'exercer une activité commerciale. Eh bien, lorsqu'un commerçant est déchu du droit d'exercer une activité commerciale suite à une décision judiciaire, eh bien, il faut qu'il soit radié du registre du commerce. Également, lorsque la cessation d'activité de la société est ou du commerçant en question est effective depuis plus de 3 ans et qu'aucune demande de radiation est faite par le commerçant lui-même, eh bien dans ce cas-là, la radiation s'opère d'office par le greffier en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce. Donc vous avez une liste de cas dans lesquels la radiation s'opère d'office et non pas sur demande. Voilà donc en ce qui concerne les inscriptions modificatives et la radiation du registre du commerce. Nous verrons donc ensuite quelles sont les sanctions du non-respect des règles de publicité commerciale. Donc, nous verrons cela jeudi, afin de pouvoir, puisque bien sûr, l'obligation doit être exécutée. Lorsqu'elle n'est pas exécutée, eh bien, le commerçant est passible de certaines sanctions, et des sanctions qui peuvent être très graves, puisque le commerçant est sanctionné à la fois civilement et pénalement. Donc, le non-respect des règles de la publicité commerciale entraîne l'application de certaines sanctions, donc
certaines sanctions, notamment pénales, qui vont justement affecter la personne du commerçant en question. Est-ce que vous avez des questions maintenant de manière générale, que ce soit sur le cours ou sur les parties que nous avons vues auparavant, ou si vous avez des questions d'ordre général? Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous nous revoyons jeudi donc pour continuer cette partie en ce qui concerne donc la publicité légale et nous verrons ensuite les obligations comptables du commerçant. À jeudi. D'accord, madame. Inch'Allah. Ramadan Moubarak. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Elena. Merci. Merci, Madame Ramadan Moubarak. Merci, au revoir.